Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc être les favoris du mois de mars. J'ai adoré faire la vidéo précédente, il y a eu des bons retours, donc on se tente une nouvelle vidéo, favoris. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé tous mes favoris, on est parti. Premier favori, un petit big up et un petit coucou à Florence de Flow Books, puisque un de mes favoris du mois de mars, c'est Mars au féminin, qui nous permet toujours de lire, même si je le fais tout le temps, mais bon voilà, en tout cas d'avoir un regard appuyé sur les autrices, sur les écrivaines, sur les femmes, et ça ne peut pas faire de mal. Donc merci à elle. Cette année, comme d'habitude, je pense que je n'ai pas lu assez de femmes, pas lu assez de livres tout simplement d'ailleurs, mais je vais continuer à en lire. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc vraiment merci et je continuerai toujours à faire masse au féminin parce que j'adore. Voilà. Favori numéro 2, une série télé. Donc je vais vous parler de Lockwood, une série de Netflix qui est plutôt une série adolescente. Et on suit un monde dans lequel, qui serait une sorte d'évolution de notre monde, mais qui aurait pris un chemin parallèle, et dans lequel, dans les années 60, je crois, les fantômes auraient apparu, et seraient visibles des humains, et donc il y aurait des sortes de chasseurs de fantômes. Un petit peu comme vous aviez Ghostbusters, et ben là on est dans le même trip. Donc voilà, donc il y a cet univers qui est là, qui est parmi nous. Il y a des gens qui sont possédés, il y a des entités qui sont là. Et on va suivre une jeune fille qui a été dans une pseudo-école pour apprendre à chasser les fantômes, parce que parmi les gens, il existe des gens qui ont des dons particuliers pour ressentir les fantômes. Bon, je vous laisse regarder par le truchement de ceci, de cela. Elle se retrouve à être chasseuse de fantômes avec deux autres jeunes hommes. Et voilà. Et donc, on va suivre leurs aventures. C'est très sympa, c'est un tout petit peu effrayant, c'est rigolo parfois, c'est assez adolescent. On l'a regardé avec notre fils. Et bon, moi, je suis vraiment très, très bon public sur les séries adolescentes. Donc, évidemment, j'ai beaucoup aimé. Alors les gars, on sait très bien, ils ont surfé sur cette vibe un peu Stranger Things, revival des années 80, Ghostbusters aussi en fait partie. Voilà, on est là-dedans, mais c'est bien fait, il y a un petit peu de mystère, il y a un petit peu de peur, d'angoisse, il y a beaucoup d'interactions humaines, des relations de force, surtout quand on est à l'adolescence, où on cherche sa place, où on ne la trouve pas forcément. Voilà, et franchement, c'est une bonne petite série qui se laisse regarder. Bon, après, on est d'accord que c'est un peu cliché. Hein. Donc vous avez l'héroïne qui est une jeune fille mal dans sa peau, qui est rejointe par deux garçons. Il y a une espèce de geek nerd, machin, télo. Et l'autre qui est beaucoup plus beau, un peu arrogant, mais en même temps très sympathique. Voilà, vous avez tous les clichés du genre. Évidemment, la jeune fille est maltraitée par sa mère, parce qu'il je pense qu'une héroïne a du mal à être une héroïne si elle n'est pas malheureuse. Il faut qu'on nous pousse dans nos retranchements, qu'on nous pousse vraiment. On doit avoir des parents qui nous torturent, sinon on ne peut pas être juste des héroïnes. Voilà, donc évidemment, il y a des problèmes avec la mère, il y a des mystères, des trucs. Bon, ça c'est la partie moins originale. Et comme d'habitude, je me sens obligée de vous préciser qu'à la base, ce sont des livres. Mais oui. Alors, attendez, j'ai l'auteur sous les yeux. Jonathan Stroud. Donc la série s'appelle, la saga s'appelle Lockwood & Co, comme la série. J'avoue que je ne connaissais pas les livres et que je ne les ai pas lus. Mais pourquoi pas. Voilà, idée de lecture si vous aimez ce genre d'ambiance. Pour mon favori numéro 3, je vais vous parler d'un jeu de société qui s'appelle Codex Naturalis, qui a d'abord l'énorme qualité d'être absolument magnifique. L'esthétique de ce jeu, et encore je trouve qu'on ne voit pas bien, quand vous avez les cartes en main, elles brillent, elles sont dorées et elles brillent. Les dessins sont très très beaux, c'est une petite merveille. Autre avantage, c'est dans une petite boîte rectangulaire en métal qui ne prend pas beaucoup de place, et c'est plutôt un jeu assez construit pour une si petite taille. Souvent dans les petites boîtes, vous allez avoir des jeux de cartes type Skijo, Ilo, machin, des jeux qui sont très sympas, mais avec un gameplay assez limité.
Et là, pas du tout. Vous avez vraiment un jeu de construction qui est hyper intéressant. Alors, le principe, c'est que c'est un jeu où chacun joue tout seul. On construit son deck tout seul dans son coin. Et le but du jeu, c'est qu'à la fin, le deck qu'on a construit nous offre le maximum de points et celui qui a le plus de points a gagné. Cependant, il faut quand même regarder un petit peu ce que font les voisins pour voir comment ils avancent, pour voir les stratégies qu'ils ont choisies et éventuellement les conséquences que ça peut avoir sur nous. Voilà, avec le nombre de cartes qu'on a piochées, où on en est. Voilà, c'est un jeu qui est très dynamique, très intéressant, qui se joue très bien. Alors, je ne sais plus combien ils disent sur la boîte. Attendez, je vais vérifier l'âge. Bon, je trouve pas l'âge, mais ma fille de 11 ans y joue, donc voilà, on peut y jouer assez facilement, rapidement. Et ça fait partie de ces jeux que j'aime, où vraiment il y a une vraie recherche de dynamique de jeu, une vraie recherche esthétique, et en même temps un jeu familial, où tout le monde va y trouver son compte. C'est pas un jeu pour les très grands, pas un jeu pour les tout petits, c'est le jeu familial comme je les aime, comme je les entends. Et vraiment, ça fait partie de ces jeux qui arrivent, qui sont plutôt récents et qui sont bien pensés dans l'équilibre de ce que peut être un jeu de société, ou à mon sens de ce que doit être un jeu de société. Donc vraiment, c'est un jeu qu'on a vraiment beaucoup aimé. Alors attendez, je vais vous dire à partir de combien. Donc on peut y jouer à 2, à 3 ou à 4, mais c'est 4 maximum. Et une partie, c'est 20 à 30 minutes. Voilà, donc ça reste... bon, pas plus de 4, et puis les parties ne sont pas trop longues. Ouais, en 20 minutes, je pense que c'est plié. Alors, les premières parties, vous mettrez plus longtemps, mais au bout d'un moment, quand on connaît la dynamique et qu'on n'a plus besoin de se réexpliquer les règles, de tout repenser, franchement, en 20 minutes, c'est fait. Hyper intéressant, hyper jeu que je vous conseille fortement. Quatrième favori, de nouveau, une série télé. Ouais, j'ai fait exprès de mélanger pour pas toujours vous amener la même chose. Donc une série télé qui s'appelle La Petite Fille sous la neige, qui a été faite par le Netflix espagnol. C'est une série espagnole et qui est adaptée d'un roman espagnol de... Attendez, je vous trouve le nom du mec. Javier Castillo. Donc de toute façon, on n'arrête pas de voir passer son roman partout. En fait, lui, il avait fait situer son roman à New York. Et là, pour la série télé, ils ont resitué en Espagne. Ils l'ont remis en Espagne. Donc à New York, c'était pendant Thanksgiving. Et là, c'est pendant une fête religieuse. Un défilé à Malaga. Oui, j'ai pas des infos. Voilà. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est d'abord les qualités des acteurs, que je trouvais absolument excellents. Et notamment l'actrice principale qui fait Myrène, que j'ai trouvée vraiment brillante. Donc elle a le rôle de la flic, pardon, pas du tout de la flic justement. Donc le schéma de départ, c'est l'enlèvement d'une petite fille, truc ultra classique, ultra basique du polar. Et puis donc d'un côté vous allez avoir la police qui mène l'enquête, et puis de l'autre côté vous avez cette jeune femme qui est journaliste ou apprentie journaliste en l'occurrence, et qui va essayer de mener l'enquête. On comprend bien qu'elle a elle-même un passif, où il y a quelque chose qui la pousse à mener cette enquête. Et même si la dynamique n'est pas originale, j'ai beaucoup aimé la voir prendre des chemins différents de ceux que prennent d'ailleurs les enquêteurs de la police, parce que justement son vécu, sa façon d'être, sa façon de penser l'entraîne vers d'autres chemins. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, les codes du genre sont respectés, il n'y a aucune originalité et pourtant ça fonctionne très bien, sans doute parce que justement on y retrouve cet univers très Raymond Chandler, très voilà, de ces polars classiques avec les ficelles qu'on connaît, mais voilà, réutilisés, ça fonctionne. Le titre est absolument excellent, La Petite Fille sous la neige. Moi j'ai attendu toute la série en me disant ok, il faut que je comprenne, ça ne peut pas être un hasard, il faut que je comprenne pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce titre. Vous avez la réponse, heureusement d'ailleurs, et c'est une très très belle réponse que j'ai trouvée absolument excellente. J'ai adoré ça. J'ai trouvé voilà, qu'il y avait plein de choses... Ça fait partie de ces séries que Netflix fait maintenant, des mini-séries. Vous savez que vous vous embarquez pas dans un truc comme La Casa des Papel, où c'était super, mais au bout de je ne sais plus combien de saisons, vous dites, bon, les gars, il va falloir clôturer. Et là, de plus en plus, la tendance est à la mini-série, avec la frustration que ça peut générer parfois, mais ça fait aussi du bien de se dire qu'on en a pour 6, 8, 10 épisodes, 12 épisodes, et qu'après c'est bouclé. On va pas attendre un an,
comme certaines séries actuelles où on est toujours un petit peu dans l'attente. Donc voilà. Donc si vous aimez les petites séries policières, franchement, ça se laisse regarder. Mon 5e favori, c'est la réalité virtuelle. Pendant très longtemps, à la médiathèque, nous, on avait un Oculus, vous savez, le casque de réalité virtuelle. Donc j'avais pu tester la réalité virtuelle, je vais dire la VR, parce que je ne vais pas y arriver, la VR plusieurs fois, et déjà dans le casque, dans l'Oculus, c'était assez impressionnant. Mais à partir du moment où vous êtes statique, assis, avec juste le casque, ça vous fait beaucoup d'effets. Il y a même des gens qui tombent dans les pommes, ou que ça bouge l'oreille interne. Moi, j'ai vu des collègues être obligés de se coucher après un casque de VR. Donc ça fait quand même des sensations. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Moi, j'adore les trucs à sensation forte. Je suis fan de manège. J'ai sauté en l'élastique, j'ai sauté en parachute. Voilà, j'aime vraiment tout ce qui a sensation. Et c'était pas assez pour moi. Et l'autre jour, on a été dans un truc qui fait de la VR, mais vous êtes physiquement entièrement dans le truc. Donc en gros, ça se présente comme une salle, une grande salle vide. On vous positionne dedans, donc j'y suis allée avec mon Jules et mes 2 enfants. On avait tous nos casques, donc on se voyait les uns les autres, on était 4 joueurs. Et en fait, on déambule. Alors, on marche, on court, on saute, on commente, on essaye de tirer à tout va. Donc là, on était dans un univers... on atterrissait sur une planète et on était censé aller jusqu'à un autre point, un checkpoint. Et en fait, il y avait plein d'ennemis. Alors il a fallu qu'on zigouille à tout va. Et c'était super rigolo. Vraiment, ça a été super rigolo. Mais dans ma tête, pendant que je le faisais, je me disais, oh, la nana qui est là. Il y avait une nana qui organisait le truc, qui surveillait que tout se passait bien, qui nous aidait si jamais il y avait un problème technique, comme ça a été le cas pour l'appareil de ma fille. Mais en même temps, il faut quand même se dire qu'on est dans une grande salle vide, qu'on est tous là, et qu'on commente, et qu'on court, et qu'on fait « Ah, monte dessus, machin !» alors qu'il n'y a strictement rien dans la pièce. Que vous avez l'air de gros couillons. Bon, une fois que vous oubliez la honte que ça peut procurer de se dire qu'on fait tout ça, il y a des moments où il faut monter, donc vous levez le pied. Mais en fait, il n'y a pas de marche. C'est très perturbant. Bon, voilà. Donc, une fois qu'on met ça de côté et qu'on se laisse immerger dans l'univers, franchement, qu'est-ce qu'on a ri. Donc on a zigouillé plein de bestioles, on a beaucoup ri, c'était très sympa. Et à la fin, il nous restait du temps et la fille nous a dit, si vous voulez, je vous mets autre chose, je vous mets un petit truc court. Et elle nous a mis un jeu avec des tambours, il fallait faire la musique entière des Vikings, et il fallait rythmer la rame des Vikings, et il fallait faire les morceaux imposés. Et donc là, pareil, on a beaucoup ri. Anecdote qui n'en est pas une, au jeu où il fallait tout péter, qui a gagné? Moi, bien sûr. Mon Jules était vert. J'ai explosé les scores. J'ai été bien meilleure que lui. J'étais trop contente. Et après, sur les boum boum boum, j'ai dû gagner une fois sur les 3 parties et les 2 autres, c'est mon Jules qui les a gagnés. Mais quand même, ensemble, j'ai été super contente de le battre. Voilà, non, parce que moi, je ne suis pas du tout jeu vidéo, contrairement à lui qui a passé toute sa vie qui adore les jeux vidéo et mon fils aussi. Donc là, j'étais là, voilà. Non, c'était super. Donc voilà, si vous avez par chez vous, je suppose qu'il y en a partout maintenant, même dans les centres commerciaux, dans des tas d'endroits, dans des hangars, là, ils en font plein. Et si vous avez l'occasion de tester, après ça reste cher. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai eu une opportunité d'avoir des billets, mais pour hyper pas cher, parce que avec mon comité d'entreprise, ils ont déjà des billets pas chers. Et là, s'ils avaient acheté des billets en avance, ils allaient se périmer. Il fallait les utiliser dans les 10 jours. Et donc, je les ai payés genre 5 balles, ce qui est que dalle. Et j'ai dit, on les prend et on les utilise tout de suite. Ce qu'on a fait. Et du coup, j'ai payé vraiment ça pas cher. Mais sinon, je sais, alors je vous dirai pas le prix parce que je ne m'en rappelle pas. Mais c'est pas loin de 30 € je crois. Enfin, j'ai trouvé que c'était quand même très très cher. Nous, on est 4. Imaginez, j'ai une copine qui a 5 enfants. Enfin, vous y allez pas à 7 faire un truc comme ça. Enfin, le prix est vraiment trop élevé. Mais peut-être renseignez-vous si vous avez l'opportunité de l'avoir moins cher. Ça vaut le coup. Et mon favori numéro, attendez parce qu'il est en lien mais j'ai oublié le numéro 6, c'est que toujours dans les billets périmés, il y avait aussi des escape games. Du coup, j'ai aussi pris 4 billets d'escape game à 5 balles. À la soirée, elle m'a pas coûté cher, j'étais trop contente. Et on a pris un escape game copie d'Harry Potter. Ambiance Harry Potter sans lettres, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la franchise. Donc les mecs, ils font des trucs, ça s'appelle l'école de l'étrange, enfin vous voyez le genre. Et puis, donc on a fait ça, on a beaucoup moins aimé. C'était très sympa, mais c'est notre premier escape game. On a pas mal panouillé sur
sur ce qu'il fallait chercher, sur ce qu'il fallait comprendre, sur l'organisation, l'enquête, etc. Et on n'a pas été très bon. On l'a pas terminé. On était dans la dernière salle, mais en fait, on n'y arrivait pas à trouver le dernier enclenchement, le dernier rouage, si je puis dire. Et on n'a pas terminé l'enquête. On a lamentablement échoué. Bon, après, on a passé 1 heure à papoter, à chercher, à se creuser la tête, à discuter. Toujours, alors là, c'était un mec, avec le mec qui te regarde et qui, quand vraiment il voit que tu es au ras des pâquerettes, que tu n'avances pas, qui te lance des petites perches comme ça. Est-ce que vous savez regarder sous le fauteuil? Parce que des fois, sous les fauteuils... Ah, d'accord, merde, on a passé un indice. Ah. Des fois, on revenait en arrière parce qu'on avait oublié des trucs. Bon, c'était pour l'ambiance familiale, pour le côté jouons tous ensemble, c'est super. Sur le côté enquête, on a été nuls. Le mec nous a dit que c'était vraiment une question de tournure d'esprit et que quand on en fait plusieurs, au bout d'un moment, on comprend, on va beaucoup plus vite. Et même si c'est d'autres jeux, c'est pas les mêmes jeux, la tournure d'esprit reste souvent la même et on commence à acquérir des réflexes. Donc peut-être qu'un jour on sera bon à l'escape game, mais alors là, ça a été le foirage. Voilà. Cela dit, hormis le prix qui, pareil, est beaucoup trop cher, je trouve, ça reste quand même super chouette et moi, ça vaut le coup. Et sans transition aucune, il faut que je vous parle d'un truc qui est trop bon. Alors, si vous connaissez, tant mieux. Mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder la recette des Crinkles. Les Crinkles, c'est un gâteau américain au chocolat qu'on roule dans du sucre glace. Je vous mets des photos là. Et ce truc que je ne connaissais pas du tout, pardon, peut-être que tout le monde connaît sauf moi, mais moi je ne connaissais pas. Mais c'est tellement bon, mais c'est trop bon. Donc vous allez sur Marmiton ou sur n'importe où, je peux vous en mettre là, hein, vous tapez Crinkles et vous allez trouver des recettes. C'est pas compliqué à faire. Vous faites vos petites galettes après, vous les roulez dans le sucre glace, vous mettez ça au four. Oh, mais c'est tellement bon. Et alors, petite subtilité que je dois à ma collègue, de mes collègues qui me dit, tu devrais les faire, mais au lieu de mettre du chocolat, donc c'est tout chocolat, hein, au lieu de mettre du chocolat, tu mets du chocolat au caramel. Mais moi, je ne savais même pas qu'il existait du chocolat au caramel. Je vous montre. Je ne vais pas faire de pub, mais ben, vous voyez à peu près ce que c'est. Voilà, c'est du chocolat dessert, mais avec du caramel dedans. Mais moi, je ne savais pas que ça existait, ça. Et donc, ça rajoute un petit goût, un petit arrière-goût dans vos gâteaux. Donc là, bah, c'est double favori. Testez les Crinkles. Et testez Crinkles de faire des gâteaux avec le chocolat au caramel. Mais c'est si bon. Mais pourquoi personne ne m'avait jamais dit ça avant? Pourquoi moi je ne savais pas que ça existait, cette petite chose au caramel? Bon, écoutez, s'il y a plein de gens comme moi, s'il y a plein de naïfs comme moi qui n'étaient passés à côté de cette petite merveille de la science, eh ben allez-y. Caramel. Chocolat au caramel, allez-y, c'est trop bon. Favori numéro 8, il s'agit d'un livre jeunesse que j'ai lu dans le cadre de notre office et je voulais vous en parler parce qu'il est très intéressant. Alors c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle, alors attendez, je mets du coup mes références devant moi, Le jour où j'ai osé. Et ça réunit un consortium, enfin un groupe d'écrivains plutôt jeunesse, plutôt fibre jeunesse, et qui avaient chacun comme thématique pour écrire leurs nouvelles le jour où j'ai osé. Et donc, chaque nouvelle parle d'un moment où on ose faire quelque chose et ça va changer votre vie. J'ai trouvé ça vachement bien. D'abord, j'aime beaucoup l'idée parce que c'est important d'avoir dans nos rayons, et même pour vous, si vous êtes enseignant ou si vous avez des enfants, pouvoir leur parler d'un sujet avec plein de prismes différents. J'ai trouvé ça vachement bien fait. Les écrivains qui participent sont des écrivains hyper top. Je vais vous en parler, vous allez voir, mais c'est vraiment de la qualité. Et le recueil en lui-même était très bien. Toutes les nouvelles ne m'ont pas plu, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça extrêmement qualitatif. Et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment en même temps un livre très intéressant à lire, très intéressant à faire lire et je dirais aussi un outil pédagogique. Alors, dedans, qu'est-ce que nous avons ? Donc j'ai pris mon papier, excusez-moi, je l'ai lu il y a longtemps. Donc il y a une nouvelle de Claire Castillon, la grande fille. Et là, on est sur l'histoire d'une jeune fille de 18 ans avec la thématique de tomber dans les filets d'un type de 40-50 ans.
Et là, c'est le oser dire non. Très important. Le deuxième, c'est un livre de Vincent une nouvelle de Vincent Mondiaux qui s'appelle La fille de John Wick 2. Et donc là, on est sur la thématique des bourgeois, de la richesse et de la rébellion. Et la thématique, enfin le oser, c'est oser désobéir. Ensuite, vous avez Tu m'aimes plus d'Isabelle Panzalopoulos, Pandazopoulos. Et elle nous narre le magnifique, celle-ci est magnifique. La première était vachement bien, celle-ci est sublime, sur la relation père-fils et les féminicides. Je ne vous en dis pas plus, mais ce texte est d'une puissance et d'une force. En une nouvelle, c'était vraiment, j'étais scotchée. Donc là, c'est oser s'opposer à son père, mais vraiment, waouh, quelle nouvelle! Isabelle Pandazopoulos, j'avais lu une nouvelle d'elle sur l'avortement qui était incroyable. C'est une collection de livres, il faudrait que je vous en parle un jour de cette collection de livres qui sont faits pour la jeunesse, mais qui sont faits vraiment pour amener des thématiques fortes. Et notamment même, il faut que je vous parle de cette collection de livres. Ensuite, vous avez la nouvelle d'Hugo Lindenberg, Vernis noir, que j'ai trouvé beaucoup moins intéressante. Hein. C'est un peu oser mettre du vernis noir. Bon, voilà. Non, c'est pas ça la suite. La suite, elle est là. Ensuite, Elle a quel âge la puce de Claudine Desmarteaux. Donc, c'est sur les retards de croissance, sur la différence et sur le regard des autres. Et le oser, c'est oser affirmer son envie de faire quelque chose, même si ça peut paraître très difficile. Donc là, elle veut être actrice, et puis réalisatrice. Quand on est une femme de petite taille, qu'on ne vient pas du sérail, comment on fait? Donc voilà, oser y aller quand même. Il y a dans les profondeurs de Manon Fargeton, que j'aime beaucoup. C'est une histoire d'amitié entre filles avec une histoire d'attouchement sexuel. C'est très très bien comme nouvelle et c'est oser porter plainte tout simplement. Tout simplement. Ensuite, vous avez Les Chants d'Oriane Charpentier. Une très jolie nouvelle sur l'échange entre un jeune homme et une jeune fille qui sont dans un bus. C'est tout simple, tout beau. Et c'est oser montrer qui l'on est vraiment et ce que l'on fait. Et enfin, la dernière nouvelle, c'est Désobéir de Marion Muller-Collard. Et c'est les questionnants d'une prof de philo. Et c'est oser désobéir. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très très pertinent. Et ça m'a rappelé un autre livre que j'avais dû conseiller à un moment donné, je ne sais plus quand, et que je vous remets ici, qui est Les Premières fois. Moi, je l'avais lu parce que Clémentine Beauvais avait participé à ce recueil et que j'adore Clémentine Beauvais. Pareil, il y avait plein d'auteurs et d'autrices très connus, plutôt jeunesse. Et ça abordait toutes les premières fois. La première fois, mais alors là, c'était vraiment toutes les premières fois d'un point de vue sexuel. Mais première fois hétéro, première fois homo, première fois ça réussit super bien, première fois ça foire, première fois incompréhension, première fois... c'est pas vraiment une première fois parce que c'est un viol. Voilà. Vous aviez tout qui était abordé comme ça. C'était hyper bien fait. C'était pareil, un roman que je conseille souvent dans les collèges parce que c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Et le fait d'avoir tous ces auteurs, vous avez une espèce de pluralité de langues, d'approche de la thématique que je trouve toujours très pertinente. Donc voilà, petit favori du moment. Ensuite, favori suivant. Nous avons un film. Ah mais oui, ce film. Mais pardon, mais vous connaissez sans doute tous. Mais moi, je ne l'avais pas vu. Pupille. Donc, ce film de Jeanne, j'ai mangé son nom. Eri, c'est ça. Qui est donc, on s'en fout, mais la fille de Miou Miou et de Julien Clerc. Et d'ailleurs, Miou Miou joue dans le film. Je crois que Miou Miou joue souvent dans ses films. Et cette réalisatrice qui a aussi écrit le film, qui l'a produit, qui a tout fait, assez impressionnante. J'ai trouvé ce film d'une intelligence et d'une justesse, c'était incroyable. Alors de quoi on parle? On parle de l'histoire d'une rencontre entre un bébé né sous X et sa future mère. Et donc vous allez dès le début évidemment avoir cette jeune femme qui arrive, qui est enceinte, qui va accoucher, qui ne veut pas de son enfant. Et à partir de ce moment-là, vous avez toute la société qui se met en branle pour accompagner cette naissance et faire le passage de témoin vers celle qui deviendra sa mère. C'est d'une beauté.
Moi, je ne savais pas qu'il y avait autant d'intervenants dans ce passage. Je ne savais pas qu'il y avait autant de discussions. Je ne savais pas tout ce qu'il y avait derrière, en termes de sélection de famille, en termes Enfin, c'était vraiment très impressionnant. Les acteurs sont d'une justesse folle. Je ne savais pas aussi, par exemple, qu'il y avait une famille d'accueil entre le moment où le bébé naît. Moi, dans ma tête, naïvement, il y avait des familles qui attendaient, et puis quand le bébé naît, on leur dit, qui ont été présélectionnés. Et quand il y a un bébé qui naît sous X, on leur dit, bah, vous êtes le nouveau sur la liste, un peu comme un don d'organe. Pardon, mais je suis peut-être un peu naïve. On leur dit, ça y est, c'est bon, c'est votre tour, il y a un bébé qui vient de naître, donc hop, vous êtes numéro 1, c'est vous qui pouvez, venez le chercher, etc. Non, pas du tout. Pardon, hein, voilà. Et donc c'est Gilles Lellouche qui fait cette famille d'accueil qui est incroyable. Que ce soit un homme, j'ai trouvé ça génial, c'était hyper bien fait. Il y a Sandrine Kimberlin qui est dans un rôle hyper touchant. La mère adoptante, c'est Élodie Bouchez qui est top. Tout sonne juste, tout sonne, on apprend plein de choses. Et surtout, ce que j'ai trouvé d'une beauté remarquable, c'est le regard porté sur l'enfant. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont là pour s'occuper de l'enfant, ils le font avec une espèce d'intelligence et d'empathie, sans tomber dans l'émotionnel, parce qu'ils ne doivent pas s'attacher à ce bébé, ils ne doivent pas avoir d'émotionnel, mais en même temps, c'est une vie, c'est un être humain qui est là, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Et donc parfois, ça s'échauffe un peu, parce qu'il faut qu'ils arrivent à gérer ça. Alors je ne vous en dis pas plus, mais il y a un problème à un moment avec le bébé, etc. Et la façon dont c'est géré, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ça nous montre derrière à quel point toujours on nous rappelle que le bébé est un être à part entière. Oui, alors je dis comme ça a l'air con. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on torturait les bébés parce qu'on pensait que les bébés ne ressentaient pas la souffrance. Voilà. J'ai cassé l'ambiance, non ? Et oui, et donc là, non seulement on sait que les bébés sont des personnes à part entière, mais qu'ils ont une psyché, que c'est pas parce qu'ils ne communiquent pas par le langage, etc., qu'il n'y a pas des manques, qu'il ne faut pas leur parler, bref. Ce film est un petit bijou, un bonbon de bonheur. J'ai passé ma soirée à chialer, donc on est bien, hein, voilà, généralement c'est un bon critère. Et j'ai vu que Jeanne Iris sort un nouveau film là bientôt, est sorti ou va sortir, et je pense que je vais aller le voir parce que waouh, parce que et surtout merci à ma pote Caro à qui j'ai dit comme ça, j'ai lancé genre oh, j'aime trop Gilles Lellouche, c'est trop mon type d'homme. Elle m'a dit j'espère que tu as vu Pupille. J'ai dit eh ben non. Elle me dit ah bah là regarde, tu vas te faire plaisir. Donc effectivement, et si comme moi vous êtes un petit peu sensible au charme de Gilles Lellouche, voilà. Voilà pour Pupille, qui était donc mon favori numéro 9. On en est déjà au 9, waouh. Je suis paumée dans mes feuilles, évidemment. Favori numéro, dans quel ordre je vais vous les faire, parce que si je vous fais ça, je vous enchaîne directement des films. Donc, on va passer au favori numéro 11. Je reviendrai au 10 après. Ça, là. Oh. Donc, c'est une application qui s'appelle Katawiki, je ne sais pas si vous connaissez, dans lequel c'est des ventes... alors, c'est comme eBay à la base, c'est une vente d'enchères, un site d'enchères, pardon. Sauf que sur eBay, on ne comprend plus rien, et puis il y a des gens qui vendent n'importe quoi, ça va du porte-avions russe jusqu'à ton porte-clés Schtroumpf. Voilà. Moi, j'y vais plus depuis longtemps sur... Mais là, je voulais... ça fait très longtemps que je cherche quelque chose qui me plaise vraiment autour de Moucha. Alors j'ai plein de choses à la maison autour de Moucha puisque c'est un de mes peintres préférés. Tout ce qui est art nouveau et art déco fait partie pour moi de ce que j'aime le plus en matière de peinture et d'art graphique. Je suis allée à Prague et je suis allée sur l'absence de tombe de Moucha puisque Moucha a été déporté et qu'il n'a pas de tombe. Mais il y a un endroit dans un des cimetières de Prague où il y a sa plaque. Donc voilà, je suis allée voir la plaque de Moucha. Ce cimetière est absolument sublime, entre parenthèses. Et j'ai adoré me promener dans Prague parce que c'est très beau, parce que Moucha et parce que la petite taupe. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite taupe, Topek, qui était un dessin animé que j'aime d'amour, que j'ai mis à mes enfants quand ils étaient petits et qu'ils adoraient. Si vous n'avez jamais regardé la petite taupe, même si vous êtes adulte, regardez la petite taupe. La petite taupe et la musique, la petite taupe et la peinture, ils sont trop beaux. Et la petite taupe et l'étoile verte, il est très beau aussi.
Non, en fait, ils sont tous très beaux. Sauf celui avec l'automobile, je l'aime moins. Bref, je voulais pas vous parler de petites taupes, mais de mouchards. Donc, regardez Topek, mais regardez aussi ces petites merveilles. Donc voilà, donc je vais sur Katawiki et je vois ces 4 miroirs en enchères. Alors, je vois d'abord 4 autres miroirs qui représentaient les 4 saisons peintes par Mouchard. Et les enchères sont parties trop haut. Et je ne l'ai pas pris. Et j'ai eu les boules. Mais j'ai eu les boules. Et là, en fait, c'est un petit peu moins connu que les 4 saisons. C'est les 4 parties de la journée. Vous avez ici, là, c'est le réveil. Ici, c'est le milieu de journée. Ici, c'est la soirée. Et là, vous voyez, elle dort. C'est la nuit. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est un peu moins connu. Et donc, les enchères se sont moins envolées. Du coup, j'ai pu l'avoir à un prix cher, on va pas se mentir, hein. C'est des miroirs qui sont en excellent état, qui datent des années 90, qui m'ont été envoyés du Portugal, bon voilà, mais accessible. Et mais pardon, mais est-ce que c'est pas trop beau? Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Mon fils m'a dit c'est moche. Ma fille m'a dit c'est trop beau, maman. Donc voilà, toutes les réponses sont acceptables, mais sachez que Mouchard, c'est dans mon cœur. Voilà, tout ça pour vous parler essentiellement d'ailleurs plutôt de l'application Katawiki. J'ai aucune action chez eux, je ne les connais pas et je ne suis évidemment sponsorisée par personne. Mais si vous avez envie de vous faire un cadeau ou de faire un cadeau parce que ceci, parce que cela, nanana, hein, franchement, vous trouvez des choses incroyables. Vous tapez dans la barre de recherche ce que vous aimez. Donc moi j'ai tapé Art Nouveau, Art Déco, Mouchard. Et voilà. Donc vraiment, top. Donc je reviens à mon favori numéro 10, qui était comment se perdre dans ses feuilles. Voilà, voilà, voilà. Et je suis totalement perdue. Ça y est, j'ai retrouvé. Mon favori numéro 10, c'était The Fablesman, donc le nouveau film de Steven Spielberg. Donc je suis allée au cinéma avec mon fils l'autre jour voir ce film. On a eu la chance de pouvoir le voir en VO. Et ça a été un énorme coup de cœur pour lui comme pour moi. C'est vraiment un excellent film. Alors ce film dont on a parlé quand même beaucoup, c'est le film de Spielberg. C'est le film de Spielberg sur sa vie. C'est le film d'un type qui est amoureux du cinéma, qui est amoureux du 7e art, qui a envie de créer, de participer, d'être une pierre à cet édifice. Et il est plus qu'une pierre, il est une pierre majeure. Hein. Et c'est aussi non seulement une histoire familiale, mais c'est aussi une déclaration d'amour au cinéma. C'est un film que j'ai trouvé magnifique de bout en bout ou d'un bout à l'autre, comme vous voulez. Donc on suit Sammy Fabelman avec sa famille qui rêve de devenir cinéaste et qui se met à filmer sa famille. Il filme des morceaux de vie et commence à vouloir construire des petits films, etc. Et vous êtes à l'époque de l'âge de Spielberg quand il était enfant, donc le cinéma n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Mon fils, à un moment donné, a été très impressionné parce qu'il l'a regardé et filmé, et puis coupé les rushs physiquement, scotché, et faire des petits bouts qu'il posait sur la table pour les remettre dans l'ordre et tout ça. Il a regardé ça, il m'a dit « Ah, mais c'était comme ça à l'époque !» C'était vraiment physique, c'était vraiment comme ça, on touchait la bande. Aujourd'hui, quand on monte une vidéo, tout est dématérialisé. Hein. Quand on dit cut, on coupe rien. À l'époque, il coupait vraiment, quoi. Il scotchait vraiment. Et c'était très bien fait, très très bien fait. Et c'est vrai que quand on revient sur l'univers comme ça, de son enfance, gna gna gna, qu'on veut faire une déclaration d'amour à quelque chose, parfois, moi j'ai toujours un peu peur du côté un peu mièvre, un peu, voilà, on va tirer des larmes et ça m'énerve. Et là, mais c'est pas du tout ça, c'est tellement plus grand que ça, c'est une fable, c'est magnifique. Alors c'est d'abord un film initiatique, puisqu'on suit l'histoire d'un jeune homme qui va devoir passer par un certain nombre d'étapes pour pouvoir arriver à réaliser son rêve. Ça marche toujours, et puis voilà, tout ce qui est initiatique, moi ça me parle, j'aime bien voir les gens réaliser leurs rêves, travailler et aller jusqu'au bout de la démarche. Et évidemment, ça ne marche pas pour tout le monde, mais quand ça marche et qu'on devient Spielberg en plus, tant mieux. Donc voilà, c'est vraiment un film initiatique, comme un roman initiatique, comme les grands romans initiatiques, et ça, j'adore. Et on a l'impression de faire partie de la famille, on a l'impression d'être dans cette famille qui est en même temps simple et en même temps compliquée.
comme toutes les familles. C'est beau et touchant. C'est très fort par moments, très, ça se dit émotionnel. On est vraiment très happé par une émotion forte. On est touché par ce qu'ils vivent, alors qu'en fait, c'est une histoire de famille normale. Normale dans le sens où il n'y a pas de drama incroyable, où il n'y a pas de... Voilà, c'est juste une histoire de vie. Et ça fonctionne si bien. Et puis surtout, la mère, qui est un des personnages principaux, qui est joué par Michelle Williams, et qui est incroyable. Alors, les deux, l'actrice et la mère. D'abord, l'actrice. Oh, mon Dieu, elle a réussi à incarner, à créer un personnage. Il est fou, son personnage. C'est plus vrai que nature. Ça m'a laissé sans voix. Mais vraiment, c'est une performance de dingue. Ouais, vraiment, non, c'était incroyable. Il y a des scènes. Je vous dis pas, allez voir. Allez voir, ou regardez, parce que je ne sais pas s'il passe encore, regardez quand il sortira. Mais elle est... Vraiment, il faut voir Michelle Williams dans ce film, elle est dingue. Et puis, il y a le personnage de la mère, donc le personnage qu'elle interprète, qui est beau, touchant, intelligent. Je ne sais pas si vraiment c'est la mère de Spielberg, s'il a voulu vraiment lui rendre justice, ou si c'est une espèce de personnage qui serait un peu imaginaire avec une base de réalité. Je ne sais pas comment il a construit ce personnage, mais moi j'ai trouvé que c'était incroyable. Et en ça, c'était vraiment un film féminin. Parce que quasiment parfois le personnage principal c'est la mère. Et c'est si joli, mais si joli, franchement, ça m'a beaucoup touchée. Et puis, il y a aussi une vraie réflexion sur le pouvoir du cinéma, mais le pouvoir du cinéma dans ce qu'il nous amène à nous dans notre quotidien, dans notre vraiment comme art, mais aussi comme vecteur de partage, d'émotion. Et notamment, on le voit très fortement quand Spielberg, enfant, enfin plutôt adolescent, commence vraiment à vouloir réaliser des films et qui demande à des acteurs, donc généralement sa famille et ses potes, de venir faire l'acteur. Et il y a des scènes incroyables, mais des scènes incroyables où il tourne et il invente déjà une sorte de moyens techniques pour pouvoir gruger, pour pouvoir tricher, de comment il va placer la caméra pour donner une impression, un effet quand il joue même avec la pellicule. Enfin, je vous dis pas, mais quel génie! Oh non, mais c'était si bien. Pardon, combien de fois j'ai dit que c'était trop bien? Oh, je suis désolée, mais c'était si bien. Et la musique, elle est top. C'est John Williams, je crois. Enfin, ce film-là, c'est un tourbillon d'émotions, d'intelligence. C'est vraiment un hommage incommensurable au cinéma et je pense que c'est le grand film d'un grand réalisateur qui commence à être assez âgé et qui, je veux pas, oh là là, je touche du bois, je veux pas lui augurer du mal, le pauvre, mais voilà, qui arrive quand même à un âge un petit peu plus avancé, quoi, on va dire, et qui se dit qu'il est temps qu'il laisse aussi ce qu'il a construit, ce qu'il a été, et alors, j'ose pas dire le mot testament. Ah, ça y est, je l'ai dit. Mais ouais. Non, mais franchement, regardez ce film. Et vous pouvez le regarder en famille. Hein. Alors, moi, j'y suis allée avec mon fils parce que c'était en VO et puis un lundi soir. Mais à l'occasion, je le regarderai avec ma fille parce que c'est vraiment un film qui a plein de choses, plein de couches et de sous-couches et de strates, nanana. Donc, regardez ce film. Et enfin, mon 12e favori, oui, vous y êtes presque, vous êtes des gens courageux si vous êtes arrivés jusque-là. Et si vous êtes arrivés jusque-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit truc pour me montrer que vous êtes des gens trop cool qui regardez les vidéos jusqu'au bout? Eh ben, on pourrait dire que vous allez m'écrire... Attendez, je cherche, j'ai pas préparé le truc. Quand je prépare pas, c'est nul. C'est pour ça que j'écris tout, sinon je suis sèche. Donc j'ai vu une pièce de théâtre qui s'appelle L'importance d'être constant, qui est évidemment une pièce extrêmement connue d'Oscar Wilde. Peut-être avez-vous vu comme moi un film qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Il y avait Rupert Everett et Colin Firth. Il y avait Gwyneth Paltrow. Attendez, je l'ai noté quelque part. C'est bien la peine de préparer si tu t'en sers pas, Nadia. Tu es nulle. Donc il y avait pas du tout Gwyneth Paltrow, c'était Reese Witherspoon, n'importe quoi. Donc et Judi Dench dans le rôle de Lady Blackwell. Et donc cette pièce de théâtre a été montée près de chez moi. J'ai emmené mon grand
Bon, il est en troisième, il est temps qu'il voit un petit peu des pièces de théâtre montées, hein, c'est important. Et on est parti. C'est un peu taciturne, mon fils, en ce moment, 15 ans. Hein, c'est pas... Pour vraiment, il faut y aller, quoi. Et dans la voiture, il parlait pas et tout. J'étais là, oh là là, ça va être long, ça va être long. Et puis on est arrivé, nana, la pièce a démarré et il a commencé à rire. Et moi, je riais. Et en même temps, ça me faisait énormément de bien de l'entendre rire. Mais rire, vraiment. On a ri fort parce que cette pièce est excellente. Elle est excellente, elle est drôlissime. Quand elle est bien jouée, ce qui était le cas là avec les acteurs, je vais vous les citer, hein, c'était topissime. Le rôle de Lady Blackwell, tante Agatha, non pas tante Agatha, tante Augusta, qui a des réparties absolument infectes. Et elle te dit ça, mais c'est... Et à chaque fois qu'elle apparaissait sur scène et qu'elle parlait, mon fils hurlait de rire. C'était vraiment... Alors, je vais vous donner les noms des acteurs. Donc, ils tournent en ce moment, si vous avez l'occasion d'aller voir cette pièce, mais allez-y. Donc là, elle est mise en scène par Arnaud Denis, avec Evelyne Bouil. Donc, je vous mets sa photo. Je pense que son visage va vous être familier. Et c'est elle qui fait donc Tante Augusta. Voilà. Il y avait Olivier Citruc, Delphine Depardieu, Arnaud Denis, qui joue dedans, ou Geoffrey Bourdonnais, d'accord, et puis d'autres acteurs. Et... donc, pour vous dire un petit peu le pitch de l'histoire, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'avais jamais tilté, mais en anglais, le titre original, c'est The Importance of Being Earnest. Et donc, en anglais, earnest, ça veut dire sérieux. En tout cas, voilà, ça a un sens. Et donc, le titre, il joue sur le fait que c'est un prénom et un adjectif. Et donc, fort subtilement, le premier traducteur de la pièce a traduit par l'importance d'être constant. Donc, il a trouvé un prénom et j'avais jamais tilté que c'était Ernest d'un côté et Constant de l'autre. Bref, j'avais encore pas compris un truc. Je sais pas pourquoi, je m'étais imaginé que c'était le même mot, mais non, bien sûr que non. Constant, ça ne veut pas dire la même chose. Bref. Vous savez, hein, vous aussi ça vous arrive? Bah, dites-moi ça en commentaire, dites-moi que vous aussi ça vous arrive, que vous vivez des grands moments de solitude comme ça. Et que ça vous fait du bien quand on vous dit « Non mais t'inquiète, moi aussi j'ai envie ». Dites-le moi en commentaire, c'est ça que vous allez me dire en commentaire, que vous aussi, vous vivez des moments comme ça, des moments de solitude absolue. Pitié, dites-le moi. Voilà, donc je découvre ça. Et donc cette pièce, c'est l'histoire de deux jeunes hommes qui s'inventent tous les deux un alter ego. L'un, il s'invente un frère qui s'appelle donc Constant. Et l'autre, il s'invente une sorte d'ami, Bumblebee. Voilà. Et évidemment, c'est le principe du vaudeville, ils vont se retrouver chacun à devoir endosser un rôle qui n'était pas le sien, jusqu'à ce qu'on croit que le machin a fait ça. Et c'est du cousu main, c'est Oscar Wilde, c'est parfait, c'est drôle. Ah là 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 là, écoutez, si vous aimez le théâtre, si ça passe près de chez vous, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se faire plaisir parce qu'on passe une bonne soirée. Et puis, Oscar Wilde, c'est une valeur sûre. Voilà, j'en ai fini avec ces favoris. Il y en avait quand même 12. Je ne sais pas comment je fais pour construire des favoris aussi longs. Ne m'en veuillez pas. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'ici. Si ça vous a plu, vous pouvez liker cette vidéo. Ce serait vraiment très gentil à vous. Abonnez-vous parce que dès que je fais une vidéo, je perds des abonnés. Je ne comprends pas comment ça marche YouTube. Je ne dois pas avoir les codes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. La dame vous en remercie d'avance. Et puis, on commente. Et maintenant, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.